Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, avec comme toujours Rabbi Israël Meir Kremizi, qui est en direct de Montréal, et cette semaine, Rav Menachem Sakoun, qui nous vient d'un peu moins loin, puisqu'il nous vient directement de Shaarei Chesed, et on va traiter, Bezrat Hashem, d'un sujet brûlant, à savoir l'égalité homme-femme dans la Torah. Rapidement, nos intervenants, donc Rav Menachem Sakoun, qui s'occupe qui dirige le Beth Midrash de Meir Baal Hanes à Shaarei Chesed. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez aller chaque jour du matin au soir. Vous pouvez commencer dès tôt le matin par l'écouter Moharan, juste à côté du Beth Midrash, et Daf Yomi, Iyun, etc. Un programme très sympathique. Et Rav Israël Meir Kremizi, qu'on ne présente plus sur Torah Box, s'occupe de la ligne d'écoute. Il intervient depuis Montréal et il est responsable d'une yeshiva gdola qui s'appelle Bet Yosef Meir. C'est d'autant plus intéressant qu'on vient de passer la Iloula de Rachel Imenu et qu'on voit à quel point, alors même compris chez Loas Anisha, on voit à quel point des milliers d'hommes vont se rendre et pèlerinent et demandent à Rachel d'intercéder auprès d'Hachem pour faire passer leur tfilote. Donc du coup, on a toujours cette question en suspens qu'on va essayer d'aborder. Première question de ce soir, pourquoi la Torah ne considère pas la femme comme l'égale de l'homme? Pourquoi finalement, quand on regarde dans les faits, on voit qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, pas soumis aux mêmes lois, et donc finalement, ils ne sont pas mis sur un pied d'égalité. On va commencer par Rav Sakoun. Pourquoi finalement il y a cette différence de traitement dans la Torah? Bon, la courtoisie voudrait que j'abonde dans votre sens et que je réponde à la question. Mais qu'est-ce que je peux faire et dans nos textes, on a marqué très clairement Ushu Isha le Ish. Pour les dinim de la Torah, la femme et l'homme sont considérés exactement de la même manière. C'est rapporté plusieurs fois. Donc, dire qu'il y a différence, bien sûr qu'il va y avoir différence, mais le postulat de poser qu'il n'y ait pas d'égalité, déjà, il demandait à être étudié. Et comme toute question, disons qu'on accepte la notion qu'il y ait ce débat d'égalité, mais égalité sur quoi? Égalité sur quoi? Dans quel domaine? Encore une fois, c'est dans le traitement, dans l'approche. Dans l'approche, regarde, au niveau des lois, la Torah a donné les lois pour le clan d'Israël. La Torah, elle s'adresse à la Torah, elle s'adresse au clan d'Israël, et dans le clan d'Israël, la Torah a été donnée aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et les femmes, elles ont reçu exactement la Torah comme les hommes. Et même quand on veut parler de l'événement extraordinaire du Matan Torah, on parle des femmes qui sont les femmes les moins élevées à l'intérieur de la société. On parle même des servantes et des esclaves, et on dit que elles et les bébés qui portaient à l'intérieur d'elles-mêmes ont vu ce que les grands prophètes ne verraient pas. Donc sur l'événement Matan Torah, oui, alors la différence, il faut d'abord la montrer. Donc de quel domaine voulez-vous parler? Alors on voit bien que dans énormément de lois, oui. D'accord, et principalement dans l'étude de la Torah. En fait, le vrai point de discorde qui revient toujours, c'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a marqué que Talmud Torah Keneged Kulam, et on voit bien que les femmes sont dispensées ou ne sont pas poussées à étudier la Torah, donc fondamentalement, et c'est un des points qui revient beaucoup. Si vous en Rav Kremizi. Bonjour d'abord, Rav Sakoun, bonjour à vous-même. C'est pas seulement en France, au Québec aussi, on a un nouveau gouvernement qui vient de faire la fierté d'avoir l'équité homme-femme. Donc, je vois que le Québec, France, copie beaucoup la France. Pour rejoindre un peu ce que dit le Rav Sakoun, d'abord, que veut dire l'égalité? On parle d'un principe d'abord qu'on doit tous être égales pour avoir les mêmes droits. Est-ce qu'on parle d'égalité par rapport homme ou femme? Et est-ce qu'on accepte l'illégalité entre nous-mêmes? Savoir que d'abord dans la Torah, l'égalité ne veut rien dire. Parce que les Kohanim ont des mitzvot différents que les Lévi'im. Les Lévi'im ont des mitzvot différents que les Israël. Donc même dans les hommes, il y a des illégalités. Donc dire égalité ou inégalité, ça veut rien dire si c'est seulement si on avait tous les hommes sur un principe et tous les femmes sur un autre principe.
Mais à partir du moment où on doit savoir si on est Israël, on est Cohen, on est Lévi, on est un guerre, on est un Meler, on est différentes façons de juifs et différentes façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc l'égalité et l'illégalité ou l'inégalité, elle ne prend pas place véritablement dans le judaïsme. Donc on a chacun différentes missions, où chacun de ces missions, elle va être établie et elle va être appliquée par différentes façons. Maintenant, par rapport à la mitzvah particulière que vous avez demandé sur l'étude de la Torah, sur ça nous avons deux mitzvahs d'étude de la Torah. Nous avons une mitzvah d'étudier pour accomplir, par exemple, pour connaître les lois de Basar Bechalav, les viandes, pour connaître les lois de Kashrut, pour connaître les lois de Taharat HaMishpacha. L'homme et la femme sont égales dans toutes ces mitzvot. Une femme ne peut pas faire le Shabbat si elle ne connaît pas les lois du Shabbat. Donc une femme et un homme sont équitaires, ils ont la même égalité d'obligation d'apprendre les lois du Shabbat. Les lois de Basar Bechalav, votre femme cuisine tous les jours, elle est peut-être même très souvent beaucoup plus avancée dans les lois de Kashrut que beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas. Les lois de Tolaïm, par exemple, de tout ce qui a à voir avec les vermines, ce qui est permis, comment faire, les femmes sont beaucoup plus poussées que les hommes. Je vous dirais même plus que dans la majorité des cas, même dans Taharat HaMishpacha, dans les maisons, en tant que rave, il y a énormément de femmes qui sont beaucoup plus calées que d'hommes. Les femmes, quand elles nous appellent, connaissent beaucoup plus les halachot que les hommes. Quand vous demandez au mari, vous dites, je sais pas, attendez, je demande à ma femme. Et les femmes ont appris et ont la réalité de la chose beaucoup plus que les hommes. Donc ça veut dire que d'abord la halacha. Maintenant, il y a un autre domaine où les femmes n'ont pas, c'est l'étude de la Torah pour l'étude. Ça veut dire qu'un homme, même s'il connaîtrait toute la Torah, il aurait encore une obligation d'apprendre. Ce qu'une femme, après qu'elle connaît et que si elle avait une mémoire de génie, comme le Rav Ovadia Yosef, qu'elle n'oublierait jamais plus rien, elle n'aurait pas d'obligation d'apprendre. Donc on part sur un deuxième mitzvah d'apprentissage. Pas sur la mitzvah d'apprendre la Torah, parce que ça on est égal pour la pratique des mitzvot, mais seulement sur l'étude de la Torah, que pour l'étude, sans avoir un but pour accomplir. Donc déjà, on a on va dire, réduit le champ de tir et le champ de différence entre l'homme et la femme. Et si vous me permettez de prendre encore 2 minutes pour vous expliquer la différence. On sait que Chachamim nous disent « Ish ve'isha, shechina sheruya benehem ». Un homme et une femme, la Shekhinah, elle réside parmi eux. Pourquoi ? À cause qu'on sait tous que dans le mot Ish, il y a le mot Yud, dans le mot Isha, il y a la lettre E. Et Yud Ke représente Akadosh Baruch Hu. Le rabbi de Belz de nous dire, nous voyons que ces deux lettres, Yud et E, elles sont représentatives des deux mondes. C'est marqué dans le pasuk, Ki beya Hashem tsur olamim. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux lettres. La lettre Yud et la lettre E. Le Yud représente le monde supérieur et le He représente le monde inférieur. Tout le Olam a été créé avec la lettre E. Donc l'homme, il est représentatif des mondes supérieurs, qui veut dire que pour pouvoir se connecter avec Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'élévation spirituelle. À l'inverse, la femme, elle peut arriver aussi bien à se connecter avec Akadosh Baruch Hu, avec la suffisance de pouvoir voir ce qui est autour d'elle pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu. Rav Sakoun, si on peut rebondir sur ce que vient de dire Rav Kremezi, Oui. à savoir, quel serait finalement... Donc on comprend qu'en substance, ce que dit Rav Kremezi, c'est qu'il n'y a pas d'inégalité, mais il y a un partage de rôles. Et que fondamentalement, dans ce partage de rôles, il y a des rôles pour lesquels la femme est supérieure, et des rôles pour lesquels l'homme a un rôle plus important. Maintenant, moi ce que j'aimerais vous demander, c'est pour vous... Pourquoi plus important ? Un rôle différent. Pourquoi vous employez le mot supérieur ? Différent. C'est pas plus important. C'est différent à chaque moment. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans certains domaines, son rôle est primordial, d'accord, et donc supérieur, donc plus important, et dans d'autres domaines, il est moins important. Donc en fait, ce que vous dites, l'étude pour l'étude, fondamentalement, ça ne correspond pas à sa nature, donc c'est normal que son rôle soit moins important. L'intérieur du foyer, la chaleur, etc., pour laquelle la femme finalement a un rôle primordial, donc là, elle a un rôle plus important. Maintenant, je voudrais justement vous demander, alors, je vous laisse pas rebondir volontairement, mais je vous demande... Il m'a dit tout à l'heure qu'il me laissait rebondir. Alors allez-y. Non, d'abord, si on regarde les choses sur ce qui est le monde d'aujourd'hui, et quand on voit ces merveilles de la création, ces perles que sont les filles juives qui ont la chance d'être dans ce qu'on appelle une structure, un séminaire, si vous voyez le programme de leur étude, c'est à faire pâlir
oui, et tout Talmid Chacham, elles ont une connaissance du Tanakh qui est phénoménale. Et bien plus que certains Bachorim, elles connaissent la halakha extrêmement bien, et surtout, elles ont accès et elles traitent des livres de pensée juive à des niveaux qui sont stupéfiants. Donc la femme juive d'aujourd'hui, oui, a un accès à l'étude qui est absolument inimaginable. Donc montrer maintenant un modèle de femme qui reste à la maison, vous allez voir que nous parlons de femmes qui ont un énorme accès à la Torah. Et comme l'a dit le Rav, il y a une petite partie de l'étude de la Torah que le Rav a expliqué comme l'étude pour l'étude, côté Ishma de la Torah, qui se traduit par la partie talmudique, des raisonnements talmudiques et de cette étude particulière qui est dans notre Torah réservée aux hommes. Tout le reste de la Torah, pas seulement la réalisation et l'apprentissage des mitzvot, mais aujourd'hui aussi des livres qui parlent de l'aïmouna, du libre arbitre et du rôle de l'homme dans le monde, elles sont excellentes. Donc si on recadre bien, la femme d'aujourd'hui, elle étudie beaucoup et très bien. Alors, et si maintenant, demain, cette femme qui étudie beaucoup et très bien, elle a envie d'étudier un peu plus, d'aller prendre une Gemara, d'aller étudier, d'aller... Ok. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et alors, grand débat, un maître a dit oui, je veux que oui, et les autres maîtres ont dit que non. Le maître qui a voulu que oui, il s'appelle Ben Azaï, il parle d'un sujet très particulier de la fidélité du couple et de la Gedushat Israël, et il dit moi je veux que la fille étudie, parce que en situation de difficulté, en situation de crise de Emouna, quand elle va voir quelque chose et qu'elle ne comprend pas, alors je veux qu'elle sache et je veux qu'elle soit outillée. Les maîtres dans la halakha n'ont pas voulu tenir comme lui pour des raisons très, très, très fines. La femme, elle n'est pas directement dans le texte, mais vous allez voir par la suite qu'elle crée tout ce qui va permettre à cette étude. Donc, réponse à votre question, si elle veut étudier cette partie de la Gemara, les maîtres vont lui dire non, pas cette partie. Frémézy. Oui. Votre fille demain, qui connaît tout le Tanakh, elle dit avant de me marier, je voudrais quand même au moins faire quelques macertotes. D'abord, le Rav a raison, c'est qu'aujourd'hui, dans certains séminaires, malgré qu'ils font pas de la Gemara, mais ils font du En Yaakov, pour leur donner un petit goût de ce que ça représente. J'ai enseigné moi-même dans les filles de terminale. Juste pour préciser, le En Yaakov, ce sont toutes les Haggadot du Chasse, du Talmud. Pas les histoires. Les Haggadot, les explications des versets des psukim à travers le Talmud, dont aussi certaines histoires du Talmud. Mais c'est pas que des histoires. Ça s'appelle la Haggadah. Moi, personnellement, en ayant enseigné dans les grandes classes qu'on appelle ici les terminales au Canada, j'ai toujours pris à chaque année une partie d'une Gemara et l'enseigner aux femmes. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait bien que ces filles un jour marient des Talmidei Chachamim et qu'elles ont véritablement ce goût, à savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que mon mari fait pendant 6 heures devant une page noire et blanc. Alors je prenais une sugia, très souvent qui était Nogea et qui avait un rapport avec une femme, Ilchot Birkat Amazon, Ilchot Kiryat Shema, et je leur faisais montrer un peu les débats talmudiques sur un tableau, afin qu'elles puissent goûter au véritable goût de la Torah et pour qu'elles puissent comprendre. Et je voudrais rajouter juste un petit point. On sait que notre but dans la vie, c'est de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. La'asot nachad ruach liyotzreinu. Faire du plaisir à notre Créateur. La question qu'il faut se poser d'abord, est-ce qu'une femme, elle veut étudier ou une femme ne veut pas étudier? Est-ce que la question ne devrait pas se poser, c'est quoi qui va faire plaisir à Akadosh Baruch Hu ou qu'est-ce qui fait ne pas plaisir à Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que nos envies personnelles, ils doivent passer secondaires par rapport aux volontés de Dieu. Exemple, un homme se marie malheureusement avec une non-juive. Il peut être le plus grand des rabbins du monde, son enfant sera pas juif. Une femme, elle est juive, malheureusement, Bavonot Arabim, elle se marie avec un non-juif, son enfant est juif. Ça veut dire, on va pas dire, mais moi j'ai envie qu'il soit juif, et moi j'ai envie qu'il soit non-juif. La Torah, elle donne des règles. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'il est et qu'il est pas. C'est quoi notre rôle? Si on va du principe que je suis pas ici à vouloir me faire plaisir, mais plutôt à vouloir faire la volonté de Akadosh Baruch Hu, alors il est beaucoup plus facile que chacun de nous puisse prendre son rôle différemment et que l'homme étudiera
plus de Talmud, et la femme étudiera plus de Messiat Yesharim, de Ilchot Shabbat, de Ilchot Kashrut, de Ilchot qui vont avoir avec elle. Et je terminerai que c'est pas pour rien que Shlomo HaMelech il a écrit, et il a dit Shma Beni Musar Avicha Ve'al Titosh Torah Timecha. Intéressant, malgré que les femmes sont exemptées d'études de la Torah pour l'étude, mais pourtant Shlomo HaMelech il a dit que le père ne donne que de la morale, à l'inverse que la Torah dans la maison est donnée et transmise aux enfants par la maman. Ça veut dire que malgré qu'on pourrait voir cela comme quelque chose de moindre chez la maman que chez le papa, que chez les femmes par rapport aux garçons, mais pourtant la transmission, Shlomo HaMelech nous dit quelle est la véritable Torah qui va être retransmise. C'est pas la Torah que le papa va étudier, mais c'est la Torah que la maman va faire vivre à la maison, et à travers cette Torah, l'enfant va pouvoir récupérer certaines forces pour pouvoir continuer. Alors Rav Sakoun, maintenant pour rebondir sur les propos de Rav Kremezi, à savoir que finalement quelque part, plutôt que de se demander si l'homme a les mêmes rôles que la femme, si la femme a le même rôle que l'homme, la question c'est de savoir dans quel rôle chacun se reconnaît au mieux pour se parfaire dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc si maintenant on reste dans cette voie-là, de dire que finalement le but de chaque juif c'est de faire la volonté d'Hachem, si on peut résumer en quelques minutes pour vous, d'accord, dans ce cadre de volonté d'Hachem, quel est justement le rôle de l'homme et quel est le rôle de la femme, dans lequel il est vraiment égalitaire sur ce point de faire la volonté d'Hachem. Alors, Dieu a demandé à l'homme d'étudier. C'est une mitzvah extraordinaire, très importante. On y associe la création du monde. Hachem a créé le monde pour que l'homme y étudie. Et l'homme seul n'a pas accès à l'étude. Quand on parle de ce que c'est un homme seul, donc un célibataire, et la Gemara, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, un homme qui est sans femme, il est sans Torah, sans muraille, sans protection, sans bracha. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sans Torah? Ça veut dire qu'un homme seul, oui, n'a pas accès vraiment à la Torah. C'est impossible. Il a besoin d'être deux, il a besoin d'être avec sa femme pour que sa Torah elle puisse exister. C'est marqué clairement. Il est sans femme, il est sans Torah. Ah voilà, il étudie, il ouvre des livres. Non, c'est pas encore ça. Si elle n'est pas là, il n'y a pas de réalité de Torah. J'ai envie de vous raconter une histoire qui est fondatrice, parce que quand on va parler et quand on va débattre de l'homme, la femme, de l'étude, il y a un modèle. Il y a un modèle qui est le modèle de base. On a une femme, c'est une jeune femme, une jeune fille. Elle est la fille d'un homme extrêmement riche, le plus riche d'Israël, et elle va remarquer parmi les bergers de son père, quelqu'un qui va devenir Rabbi Akiva, et elle va parler avec lui, elle va investir en lui, elle va dire voilà celui-là je le veux. À cette époque-là, quand on parle de ce Rabbi Akiva, oui, bien qu'elle ait remarqué chez lui des très bons comportements et une très bonne nature, oui, c'est un homme qui disait à cette époque-là, moi j'aimerais qu'on m'amène un rabbin, je le mange et je lui casse les os avec mes dents. Voilà, ça c'est Rachel et Rabbi Akiva, première version. Et elle lui dit dans ces mots, elle lui dit, si tu veux que je me laisse épouser par toi, est-ce que tu vas aller yeshiva? Est-ce que tu vas aller étudier? Et il dit oui. Et elle le laisse étudier, vous connaissez, elle le laisse étudier 12 ans, puis il revient. C'est-à-dire que 24 années de la vie de Rabbi Akiva, c'est le modèle de ce qu'on appelle l'étude. Rabbi Akiva, c'est le maître d'Israël, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Moshe et Rabbi Akiva, ça commence par sa femme qui lui dit dans ces termes, tu veux te marier avec moi? Tu me veux, tu veux te marier avec moi? Sauf, tu vas aller yeshiva? Dis oui. Attention, si tu dis pas oui, tu mourras pas. Et il va aller yeshiva pour épouser Rachel. Rabbi Akiva, toute notre Torah qu'on a aujourd'hui, c'est Rabbi Akiva. Donc le modèle du départ, c'est pas quels sont les rôles, c'est que si il n'est pas avec sa femme, si sa femme elle n'est pas là pour vouloir et pour être à côté de lui et pour l'aider, il n'y a pas de Torah. Vous voyez la question, c'est pas simplement quel est le rôle, c'est que sans elle, il n'y a pas de Torah. Le modèle, c'est Rabbi Akiva et Rachel. Donc ça commence de Rachel. Plus que ça, quand il va revenir et qu'au bout de 24 ans, il est comme un prince,
Elle a été déshéritée par son père. Elle a vécu comme une bohémienne pendant 24 ans. Et les voisines, elles n'étaient pas sympas du tout. Les voisines, quand elles le voient revenir, elles font « Tu n'as pas un peu d'argent pour aller t'acheter un petit peu une robe pour être présentable ?» Et elle était en guenille. Et qu'est-ce qu'elle dit? « Yodat Sadik Nefesh Behemto » Elle a dit « Mon mari, il me connaît. Il n'a pas besoin que j'ai une belle robe. Il sait qui je suis. » Et Rabbi Akiva va dire à ses élèves « Tout ce que vous avez, vous, et ce que j'ai moi, c'est elle. » Je pense que commencer comme ça, ben ça c'est le modèle de qu'est-ce qui s'appelle le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Comme ça j'aimerais prendre ce modèle-là pour ce soir. Maintenant... Parlez librement. Non, c'est très beau. Donc du coup, vous dites que la question de la parité ne se pose pas, puisque en fait la femme elle est nourricière de l'homme. Bidiou. En plus, la parité, c'est un terme très moderne. La parité, c'est une équivalence au niveau salarial, à travail égal et à données égales. Il n'y a aucune raison qu'on paye moins la femme que l'homme ou que la femme soit moins dans la société ou dans l'entreprise. Néanmoins, on voit quand même dans la Torah, sur beaucoup de choses, oui, qu'il y a un manque. C'est-à-dire que et on a beaucoup de nos auditrices qui nous disent, je ne comprends pas, pourquoi on ne peut pas dispenser notre mari de certaines mitzvot, pourquoi on peut pas, pourquoi nous, on est obligé fondamentalement de changer notre apparence quand l'homme il a peu d'efforts à faire sur son apparence après le mariage. Ah, elle est bien cette question. C'est-à-dire, elle a dit, moi je me couvre, je mets une perruque, je mets un foulard, je mets un chaïtel, et lui même pas il met une bague. C'est ça. Ah, c'était bien cette question. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, Arabe? Était bien cette question, non? Tout d'abord, je pense que l'homme, peut-être l'équité ou la parité ou l'inéquité, il peut se voir à travers la fin des actions. Et je vais m'expliquer. Par exemple, pendant beaucoup d'années dans le monde laïque, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les femmes n'avaient pas le droit de devenir Premier ministre ou de devenir présidente des pays. Donc on pouvait parler d'inéquité. Ça veut dire qu'on est les deux, on fait pareil, ma voix compte pas et ta voix compte. Ce que j'ai t'appartient et j'ai aucun droit. D'abord, à travers la Torah, on voit que toutes ces questions sont fausses. Par exemple, est-ce qu'une femme pourrait diriger le peuple juif et devenir la plus grande des rabbins sans cette partie de la Torah qui s'appelle le Tud la Torah Lishma? La réponse est oui. Dévorah est devenue prophétesse du peuple juif sans l'avoir. Donc ça veut dire quand on parle d'égalité, il faut arriver à la fin. Est-ce que les deux qui vont faire des études différentes vont être capables, l'homme et la femme, d'arriver au même but? Réponse oui. Dévorah va trancher les halachot, Dévorah va être prophétesse, Dévorah va diriger le peuple à la guerre, Dévorah va devenir la personne qui est la plus importante du clan Israël. Donc à partir du moment où on peut arriver les deux au même but, c'est pas important la façon d'arriver. Vous avez fait les grandes écoles, vous avez dit, je sais pas quelle école vous avez fait, mais je pense qu'il y a plusieurs universités à Paris. Donc on n'est pas obligé de faire une université pour pouvoir arriver à votre but. Un, il peut faire maths sup, maths p, un, il peut aller à la Sorbonne, et les deux, on arrive au même but. Donc ça veut dire, si à la fin, on arrive... Jamais dire ça aux gens des grandes écoles. Vous avez pas compris. Là. La réalité, c'est que pas tout le monde aime faire les grandes écoles et que pas tout le monde aime faire maths sup, maths p, mais à la fin, on aime avoir le même salaire. On n'a jamais vu, et on va dire de l'inégalité, si un, il va être payé plus parce qu'il a fait les grandes écoles, et quand il n'aurait pas fait maths sup, maths p, ou il a fait la Sorbonne. Donc ça veut dire que, puisqu'on est capable de donner par différents moyens ce que l'on veut, on est capable d'être prophète. Myriam Anevia était prophétesse, Chogla était prophétesse, Sarah était prophétesse, toutes nos patriarches étaient prophétesses, sans avoir obligatoirement suivi le même chemin. Donc il n'y a pas d'inéquité entre les hommes et la femme. Alors écoutez, il y a un point qui est clé. Demain, vous et votre femme, vous voyez un meurtre. Devant vous, d'accord? Le même meurtre, le type il vient, il met un coup de couteau à son copain, à la yeshiva, comme il y a eu malheureusement il n'y a pas très longtemps. Et vous pouvez témoigner du meurtre, et votre femme ne peut pas témoigner du meurtre. Vous avez vu la même chose. C'est pas une inéquité, ça? Là, encore une fois, c'est pas. Est-ce que équitablement, est-ce que vouloir tuer quelqu'un, c'est un droit ou un devoir? Non, on parle du témoignage. Après la Torah, les deux témoins vont devoir tuer la personne. Ça veut dire que si vous et moi, nous voyons Monsieur A tuer Monsieur B, c'est vous et moi
qu'allons prendre les premières pierres pour le tuer. Alors, est-ce que le témoignage est un droit ou un devoir ou une responsabilité? Alors, dans le monde moderne, on a appelé ça, que ça c'est un droit. J'ai pas eu ce droit. Peut-être que la Torah le voit sur un différent angle et que la Torah dit que cette responsabilité, on va exempter la femme. De la même façon que le mari a la même obligation que l'homme, le mari a la même obligation que la femme d'allumer les bougies le vendredi, et pourtant on a exempté le mari pour transmettre l'obligation à la femme. Donc ça veut dire que la responsabilité, elle veut pas dire la façon que nous on l'aperçoit. Elle est par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu il perçoit les choses. Mais par exemple, si une femme elle a vu un homme mort, elle a le droit d'aller témoigner au Beddin pour pouvoir permettre son mari, cette madame, de se remarier. Donc ça veut dire que d'un côté, on l'a enlevé du témoignage, mais quand il faudra permettre une aguna, alors non seulement on permettra un homme, et on permettra aussi une femme qui sont équitées dans les mêmes droits et dans les mêmes devoirs. Donc ça veut dire que la perception que vous avez donnée sur le témoignage, c'est une perception laïque, et non une perception que la Torah veut bien nous donner et nous faire comprendre. Rav Sakoun. On dit, David Ameler, il a dit dans la Torah, oui, Eidut Hashem Neemena. Le témoignage d'Hachem, elle est digne de confiance et elle est acceptable. Question, voilà, vous avez remarqué, la femme, elle ne témoigne pas. Alors, il est rapporté dans le Shulchan Aruch un décret très ancien, des Kadmonim, bien avant même le Shulchan Aruch, où là où il n'y a pas d'homme, on prend le témoignage d'une femme. Donc, encore une fois, le point où la femme, elle va être exclue est un point très particulier, très précis. L'exemple que vous avez donné, c'est les dynimes de peine de mort. Mais là, dès qu'on peut exempter la personne, même chez les hommes, on va faire des pieds et des mains pour ne pas accepter le témoignage de l'homme lui-même. S'il rasé avec un rasoir big, déjà on ne le prendra pas. La femme n'a pas de barbe en général pour se raser avec le rasoir big. Elle ne le prendra pas. La femme, nous ne vivons que de par le témoignage des femmes. Comment est-ce qu'un homme peut-il connaître et s'approcher de son épouse? Oui. Il sait, lui, ce qui se passe. Est-ce qu'elle est permise? Est-ce qu'elle est interdite? Est-ce qu'elle a fini ses règles? Est-ce qu'elle n'a pas fini ses règles? Tout ce qu'il mange à la maison, est-ce qu'il est revenu vérifier? Pourquoi? Il suffit qu'elle dise « c'est bon, j'ai vérifié, c'est bon, c'est cachérisé, c'est bon, c'est comme ça ». Alors, on lui a donné une énorme... Donc, on n'a pas le droit d'exclure. La femme, bien sûr qu'elle est dans le Ederad Neman Bisurim, c'est la femme, mais sur des points très 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 particuliers, alors effectivement, la femme, elle ne va pas témoigner. L'étude de cette chose-là, pourquoi est-ce que dans ces cas-là, la femme ne témoigne pas, c'est un point d'étude magnifique, il y a plusieurs ouvertures, et si vous voulez, on peut en proposer une qui est rapportée, c'est que une femme aime plus que ce qu'un homme n'aime. Et une femme, pour défendre son mari, pour défendre l'homme qu'elle aime, elle aura un autre système de valeurs que la vérité juridique. Et s'il faut couvrir l'homme qu'elle aime, elle ira le couvrir, parce qu'elle l'aime pour de vrai. Donc, les Dayanim, qui sont aussi les Chachamim, ils disent, écoute, la femme, c'est mieux qu'elle reste là où elle est, et dans certains cas, on ne va pas prendre son témoignage. C'est une expression méninette. Bien fait, bel angle d'attaque. Rav Kremizi, pour résumer, parce que c'est important, comment vous définiriez alors finalement et le partage des rôles entre hommes et femmes pour définir une égalité entre hommes et femmes? D'abord, je reprendrai la première idée qu'on a donnée, qui est de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. D'abord, il ne faut jamais oublier pourquoi on est venu sur Terre. On n'est pas venu ni pour manger de la pizza, ni on est venu pour se bronzer au soleil sur les plages d'Israël qui sont très belles. Mais marrer, ça, c'est pas interdit, donc on en aura permis. Mais il en reste, c'est qu'on est venu pour un but. Notre but dans ce monde, et notre venue, elle est pour accomplir un but particulier. Chacun de nous. Avant de se poser la question, c'est quoi? Est-ce que je peux faire plus? La première question qu'il faut se demander, c'est quoi mon rôle? Est-ce que mon rôle, il est A ou mon rôle, il est B? Et est-ce que faire plus dans le rôle de l'autre, est-ce que je vais changer ma raison de ma venue dans le monde ou pas? Ça veut dire qu'un homme, il a des traits et des mitzvot bien particulières avec quoi Kadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir faire plaisir au Créateur. La femme a d'autres mitzvot
comme le Rav il a dit, les lois de Tarat HaMishpacha, qui sont basées à 100% sur les femmes et non sur les hommes, et encore plein d'autres mitzvot qui dépendent de la femme, et ce sont deux mitzvot, et deux Shulchan Aruch, si on pourrait dire, différents, le Shulchan Aruch de l'homme, le Shulchan Aruch de la femme, sans avoir un plus ou un moins, avec deux équités, que les deux, à la fin du compte, ils vont donner à Kadosh Baruch Hu un plaisir. Quand on va comprendre cette première étape-là, après, maintenant, on peut passer à la deuxième étape qui va être pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a choisi l'homme et il n'a pas choisi la femme? Je vous dirais que si on avait choisi la femme, alors les hommes, ils auraient dit pourquoi les hommes et pas les femmes et les femmes et pas les hommes. Il fallait faire un monde avec certaines mitzvot vers un, certaines mitzvot vers l'autre. Il y a des Kohanim, il y a des Lévim, il y a des Israël, il y a des Guérim. Chacun d'autre a des mitzvot différents. Et entre nous tous, on arrive à cette shlemut qui arrive à Akadosh Baruch Hu. Alors juste pour conclure cette émission de Rabbin dans la Cité, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas ici, quelque part, l'idée d'une progressivité qu'on ne pourrait pas faire, que les rabbins d'aujourd'hui ne pourraient pas venir et modifier un petit peu, maintenant qu'on est dans une époque plus moderne, où justement on voit que la femme, elle a de plus en plus de rôles, et qu'elle peut devenir effectivement une femme politique, et qu'elle peut devenir ça, que la Torah, elle, qui est une Torah de vie, qui s'adapte, etc., justement, elle ne puisse pas bouger un petit peu ses rôles entre hommes et femmes? Rav Sakoun. Je vais vous raconter une histoire. C'est une question pour Shara Chesed, ça, on pourrait pas bien. Quand je suis arrivé à la yeshiva, chez le Rav Bonchaim la première fois, et c'était l'époque de Sukkot, et on vivait chez le Rav, et j'ai vu la femme du Rav entrer dans la soukha et faire la bracha. Sur l'oulav. Ouais. J'ai couru, je l'ai dénoncé au Rav. J'ai dit Rav, elle a fait, regardez ce qu'elle a fait. Et il arrive, et il m'a dit, il m'a montré, c'est toute une école, les gendres, et les filles de Rachi, etc. C'est, quand on dit que la femme elle est dispensée, ça veut dire qu'on ne lui a pas mis un degré d'obligation. Dispenser, ça ne veut pas dire moins. Dispenser, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de le faire. Maintenant, quand on regarde pourquoi elle n'est pas obligée de le faire, vous avez très justement rapporté, et comme, et ça, on va en parler. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme, elle veut passer une vie entière sans avoir de foyer ni d'enfants? Une femme, elle veut des enfants. Quand vous avez parlé tout à l'heure de la parité, elle est à salaire, à travail exactement égal. Même une femme qui va vouloir se réaliser dans une carrière, à un moment, elle va aussi avoir envie, parce que comme ça, elle a envie d'avoir des enfants et du temps pour consacrer à ses enfants. Alors je vous retourne la question. Vous êtes patron, vous avez fait les grandes écoles, vous êtes un patron. Vous allez faire une très grande boîte. Et vous allez engager des hommes et des femmes. Et puis après, vous allez venir nous dire, écoutez, elle travaille très bien. Seulement, les petites religieuses que j'engage, chaque année, si ce n'est pas chaque année et demie, elles sont enceintes. Et après, figurez-vous qu'elles accouchent. Et elles veulent allaiter. Et elles demandent du temps. Quand je prends un homme qui va me travailler tout le temps, alors, à travail égal et à différence égale, même la loi de parité, elle se doit de tenir compte des différences qui sont des différences physiologiques et biologiques. Et une femme a envie d'avoir des enfants. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de modernité que ça change cette nature profonde. Après-midi, pour conclure. Je ne suis pas trop d'accord avec les propos de Rav Sakoun parce que si c'était juste par rapport à la famille, alors on aurait pu dire que les jeunes filles, jusqu'à l'âge qu'elles se marient, seraient équitaires aux hommes. Et le jour où elles se seraient mariées, alors on les exempterait. Comme on a exempté certaines femmes à certain âge de faire certaines mitzvot, comme par exemple, je vais vous dire, le kibbutz avaem, une femme, elle doit honorer son père et sa mère, mais le jour où elle se marie, elle a des exemptions parce qu'elle a une famille. Donc si c'était seulement parce que j'ai une famille, alors on aurait dû l'obliger de mettre les téphilines, l'obliger de prendre le loulav, l'obliger de faire toutes les mitzvot, et le jour où elle se marie, alors elle aurait été exemptée de ces mitzvot. Et laissez-moi finir. Donc je vois qu'à partir du moment où une femme, elle est exemptée depuis le jour où elle devient bat mitzvah, c'est pas par rapport à un futur qui va venir plus tard. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut pas demander à quelqu'un de avoir une souffrance interne parce que peut-être que dans 10 ans tu vas regretter.
Le monde juif, il n'est pas posé comme ça. On doit avoir un plaisir de religion qui est chaque jour de ma vie. La Torah dit Tachat asher lo avat et Hashem lokecha besimcha uvtuv levav. Ça veut dire que je dois être en permanence heureux dans ma façon de servir mon Créateur à chaque moment. Quand j'ai 5 ans, quand j'ai 11 ans, quand j'ai 12 ans, quand j'en ai 25 et quand j'en ai 150. Si je vais baser ma vie sur des futurs, alors je suis perdu, on va pas arriver. Et comme notre cher ami le présentateur, il a dit, monsieur Nabé, qu'il y a beaucoup de femmes qui vont vous dire, je n'ai pas d'obligation d'avoir des enfants, et j'en veux pas des enfants. Et pour moi, avoir un enfant, j'ai assez d'argent, j'accouche, je le laisse à une bonne, je le vois le soir, ça me suffit, et j'ai pas besoin. Alors, on peut pas créer un monde sur des gens qui ont besoin d'argent, sur des gens qui ont X et Y raison. Mais peut-être que d'abord, comme vous avez dit, sur ça je suis d'accord avec vous, le Rav Sakoun, que la Torah, elle a exempté les femmes et que la Torah ne leur a pas dit que c'est interdit. Il y a seulement une opinion qui pense qu'une femme n'a pas le droit de faire les mitzvot dépendantes du temps. Et c'est pas un séfarade, c'est un ashkenaz, c'est l'opinion de Rashi. Malgré très intéressant que ses filles mettaient les téphilines, mais l'opinion de Rashi dans Masechet Rosh Hashanah, qui pense qu'une femme qui sonne le shofar à Rosh Hashanah, elle transgresse la halakha de Baal Tosif, qui lui est interdit. Tous les autres commentateurs ne sont pas d'accord avec ça, et ils pensent que même si une femme, elle est exemptée, elle a la possibilité de faire la mitzvah. Et la raison pourquoi elle ne peut pas faire la bracha, d'abord il faut savoir que la bracha n'est pas deoraita. Par exemple, si vous et moi, nous mettons nos téphilines, et nous faisons pas la bracha, la mitzvah, elle n'est pas dépendante de la bracha. On a accompli la mitzvah autant bien avec la bracha, que sans la bracha. Les brachot, t'as pas la bracha de Bekat Amazon qui est de Oraita, elles sont toutes des Rabbanan. Et la réponse est la raison pourquoi beaucoup des décisionnaires, entre autres chez les Séfaradim, du Rambam, à l'inverse de Tosfot, qui disent que les femmes ne peuvent pas dire Asher Kideshanu, Bemitzvota Vetzivanu sur une mitzvah, elles sont basées sur deux choses. D'abord, est-ce que, quand je suis exempté, et la mitzvah, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que je fasse cette mitzvah, m'a exempté, est-ce que je peux dire Kideshanu? Il m'a sanctifié. Akadosh Baruch Hu a choisi un différent moyen de sanctifier. Un homme, il prend un loulav, une femme, elle met une perruque. Un homme, il met des téphilines tous les jours. Une maman va prendre le temps pour faire la téphila le matin, qui d'après le Rambam, les séfarades d'une mitzvah deoraita, elle va accomplir exactement la même mitzvah. Une madame va accomplir les mitzvot qui lui sont dues, et avec ces mitzvot, elle va être sanctifiée. Vetzivanu, il peut pas dire il t'a ordonné, parce qu'il t'a pas ordonné. Donc c'est plutôt un problème linguistique qu'un problème véritable de bracha. Toute la raison pourquoi les séfaradim disent que les femmes ne peuvent pas dire la bracha, c'est pas parce que elles ne peuvent pas faire la bracha, c'est parce qu'on a un problème dans la traduction de la bracha de kideshanu vetzivanu. À l'inverse, les Ashkenazim pensent que vu qu'elles font partie à l'ensemble du peuple juif, donc elles sont intégrées dans le Kiddishanu Vetzivanu. Mais la mitzvah, elle n'est pas en avoir avec la bracha. La mitzvah, elles peuvent le faire. Et la bracha, elles sont exemptées de le faire. Mais par contre, quand elles font la mitzvah, elles reçoivent la récompense, comme toutes les mitzvot qu'une personne n'est pas obligée de le faire, et elle accomplit cette mitzvah. Alors, eno metzuve veose, alors elles auront un sachar sur cette mitzvah-là. On a bien compris au point de vue, vous êtes ni l'un ni l'autre. En tout cas, vous avez voulu répondre, vous avez souhaité, vous avez même effleuré la question de savoir si oui ou non il y avait quelques réformes à apporter. Et quelques approches différentes à apporter. Mais Rav Kremili, on va donner juste le mot de la fin. Dites-moi, en 1 minute. Et avant de donner le mot de la fin, Rav Sakoun. Je pense que la réforme de la Torah est complètement interdite. Et que comme ramène le Sefer HaChinour, si on pense qu'on va réformer, ajouter ou enlever, ça veut dire qu'on a un problème dans la Emouna fondamentale que Akadosh Baruch Hu n'a pas tenu compte de notre temps. À partir du moment où on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu haya ove veillé, donc il a mis des paramètres qui sont depuis le jour 1 jusqu'à l'an 6000, toute réforme de la Torah est un manque de Emouna. Donc on doit fonctionner avec ça, et rajouter ou enlever ou moderniser, il y a un problème fondamental dans la Emouna. Rav Sakoun, juste pour le mot de la fin, pour vous, il y a aucune, la question de l'égalité homme-femme, c'est anachronique ou bien c'est kimat minag agoïm, quoi. C'est presque une... Non, je voudrais parler. Quand il y a question, alors il faut aussi chercher qu'est-ce qui se cache derrière la question. Et quand j'ai lu la feuille des questions, j'ai vu que, en fait,
c'est comme s'il y avait une souffrance, une plainte. Je voudrais finir en lisant une phrase que le Mashgiach Rav Wolbe, il enseignait aux jeunes mariés, c'est-à-dire aux hommes, avant même qu'ils se marient. Il dit, la femme, oui, elle est capable d'accepter et de faire toutes sortes de choses et d'être au service. Quand elle est petite, elle va être au service de son père, ce sera la réponse au Rav Kremezi. Quand elle est grande, elle va être au service de son mari et elle l'accepte. Vous avez posé la question tout à l'heure que comment ça se fait que nous on fasse la bracha que chez Loasani Isha. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Pourtant, d'après certaines femmes, on pourrait faire la bracha, oui. Mais tu m'as fait selon ta volonté. Et elle accepte de faire la volonté. Mais comment le Rav va-t-il enseigner au futur mari? Il va lui dire, regarde, elle accepte de faire des choses, même des choses simples et des choses elle veut être considérée. Et elle veut avoir sa place et être respectée. À partir du moment où il y a un vrai respect, mais un vrai respect, pas de la tchatch, un vrai respect, alors les questions, oui, elles n'ont pas besoin d'être posées de cette manière-là, parce que c'est un trait de souffrance, c'est un trait de révolte. Ça veut dire, il y en a marre qu'on nous marche sur la tête, il y en a marre qu'on nous déconsidère. Oui. Mais si on acceptait un système où il y a un respect profond. Il y a un respect profond pour ce qu'elle fait. Et elle a une envie et elle est d'accord de faire et d'aider. Alors là, vous allez voir que ces deux facettes. Vous savez que du temps d'Avraham Avinu, les pièces, c'était pas comme le shekel. Sur un côté de la pièce, il y avait le visage d'Avraham et sur l'autre côté, il y avait Sarah. C'est un tout. Quand il y a du respect, il y a moins de questions comme ça. Mais quand vous les posez, on doit y répondre. D'accord, merci au rabbin dans la cité. À très bientôt. Au revoir. À tout à l'heure.